ce sont des processus légers. On peut bien sûr les programmer pour pouvoir bien sûr faire la programmation des processus en Java. Ok, donc on va essayer de parler, donc de vous présenter un petit peu l'utilité dans Java, donc une petite présentation. Et après, donc on va essayer de voir comment on va créer l'utilité dans Java. Donc on a deux façons de les faire. Donc on a soit la création d'utilité en étendre la classe thread. Donc, thread, c'est une classe qui est prédéfinie en Java pour dédiée pour la création des threads en Java. Ce sont des processus légers. Et là, on peut bien sûr créer des threads avec l'implémentation de l'interface de l'app. On va voir les deux façons, bien sûr, comment on va créer les threads en Java. Et après, dans une deuxième partie, donc on va parler des moniteurs et de gestion de priorité, donc la priorité entre les processus Java. Donc on va parler bien sûr des moniteurs pour pouvoir bien sûr faire la synchronisation bien sûr des processus. C'est bon, donc on va commencer par une petite présentation donc, concernant l'utilité dans Java. Donc, on va présenter dans un premier lieu les processus en général. Donc, comme vous connaissez, donc si vous avez déjà fait les processus système, donc de manière générale, un processus est un programme en cours d'exécution. Un programme en cours d'exécution, bien sûr, notre système peut exécuter plusieurs processus. Donc, un processus peut être dans différents états, donc il peut passer par plusieurs états. Donc ici, nous avons donc les états, donc quelques états dans lesquels on peut bien sûr trouver les processus. Donc, soit il est en état actif. Donc, le processus exécute sur un processeur de système, donc il est actif. Soit il est prêt, donc le processus est prêt à s'exécuter, donc il est prêt, mais n'a pas de processeur, c'est-à-dire on n'a pas de ressources pour pouvoir bien sûr exécuter le processus. Donc tout simplement, si on a déjà donc des processus qui sont exécutés par le processeur. Donc le processeur il est occupé par un autre processus en exécution, donc notre processus attend bien sûr la fin de l'exécution. Le processus qui est en cours d'exécution pour pouvoir bien sûr s'exécuter. Soit on peut le trouver en attente, c'est-à-dire l'attente, bien sûr, soit il y a un manque de ressources, s'il y a un manque de ressources pour pouvoir bien sûr exécuter le processus. Donc chaque processus il a besoin des ressources informatiques pour bien sûr son exécution. On ne peut pas bien sûr exécuter un processus si on n'a pas bien sûr des ressources suffisantes bien sûr pour ce processus. Ou le processus, bien sûr, ou bien sûr, on a par exemple un manque de processeur pour pouvoir exécuter notre processus. Ou dans l'état détruit, donc le processus a fini son exécution ou a été arrêté par un autre processus. Donc ici, nous avons bien sûr les trois états qui sont très importants. Donc, soit il est dans l'état d'attente, donc prêt à l'exécution, donc on peut passer bien sûr à l'état actif. Donc, bien sûr, pour exécuter le processus. Et on peut arriver à l'état d'attente, donc désactivation, c'est-à-dire on peut arriver à l'état d'attente et on peut bien sûr le bloquer. On peut bloquer bien sûr le processus. On peut le réveiller pour pouvoir bien sûr être prêt à l'exécution. C'est bon, donc ça c'est en général bien sûr les états d'un processus système. Donc, les étapes prêts par un processus système. Donc, tout simplement, l'information qui est très importante, c'est que chaque processus, il a besoin des ressources. On ne peut pas bien sûr l'exécuter sans ressources informatiques. Donc, par exemple, il a besoin de mémoire, donc la RAM, il a besoin de processeur, il a besoin bien sûr des opérations d'entrée, donc par exemple des fichiers, communication avec d'autres processus, etc. Donc, tout simplement, pour exécuter un processus, on a besoin des ressources informatiques pour cette exécution. Donc, une ressource peut être locale. Donc, locale, c'est-à-dire, on peut dire il est privé, local à un processus.
il n'est pas utilisé par d'autres processus. Dans ce cas, le processus est le seul qui a utilisé, bien sûr, cette ressource. Soit, on peut, bien sûr, tomber dans des problèmes de synchronisation. Donc, on va parler donc, par la suite en détail du problème de synchronisation. Donc, synchronisation, c'est on a, bien sûr, des ressources qui sont partagées. Donc, on a des ressources partagées par plusieurs processus. Donc, ces ressources, elles sont partagées, donc c'est-à-dire comment on va synchroniser l'utilisation de ces ressources par plusieurs processus. Donc, le partage des ressources, ça dépend, dans un premier lieu, du nombre de points d'accès d'une ressource et le nombre, bien sûr, de processus qui peuvent simultanément l'utiliser. Donc, ça dépend si on a, par exemple, une ressource qui a, par exemple, 3 points d'accès, donc on peut l'utiliser par 3 processus en même temps. Si on dépasse 3, donc on va mettre, bien sûr, les autres processus en attente. Par exemple, une imprimante ou un processeur sont des ressources à un seul point d'accès, donc on peut l'utiliser par un seul processus à la fois. On ne peut pas, bien sûr, l'utiliser par plusieurs processus à la fois. C'est ça ce qu'on appelle la notion de ressources partagées. Donc, il est partagé par plusieurs processus, mais on ne peut pas l'utiliser à un moment donné, un instant, ne pas l'utiliser par tous les processus. Donc, pour chaque ressource partagée, il faut mettre en place une politique de synchronisation. Donc, on va voir par la suite comment on va synchroniser, bien sûr, cette ressource par différents processus. C'est bon, donc ça, c'est une présentation donc, générale sur les processus systèmes qu'on peut bien sûr trouver dans un système d'exploitation. C'est bon. Donc, maintenant, on va parler des threads. Donc, les threads, ce sont des processus légers qui sont bien sûr exécutés par exemple au sein de la machine virtuelle Java. Donc, la machine virtuelle Java permet d'exécuter plusieurs threads en parallèle. En pratique, ils s'exécutent par tranche et en alternance sur le processeur. Le processeur statique qui est bien sûr partagé par plusieurs processus. Donc, un processus qui dispose de son propre comportement, donc il faut bien sûr à chaque fois, si on a besoin bien sûr de créer des threads, il faut bien sûr créer son comportement. Se forme un objet du programme, tout en ayant la possibilité de se partager des données mémoire du programme avec d'autres threads du même programme. C'est-à-dire, on va partager plusieurs ressources avec les autres processus, donc ce qu'on appelle des processus légers, avec le même programme. Donc, par exemple, les threads Java sont des processus légers. Ils partagent un ensemble de codes, données et ressources au sein d'un processus. Donc, le processus lourd, c'est le GVM. On peut trouver bien sûr plusieurs processus légers qui partagent bien sûr des données, des ressources et des codes, bien sûr, de GVM. Avantage des processus légers par rapport, bien sûr, au processus système, des processus lourds, rapidité de lancement et d'exécution, partage des ressources système du processus englobant. Donc, par exemple, ici, si on a des processus légers, ils partagent les ressources de GVM. Simplicité d'utilisation, donc ils sont simples dans son utilisation. Donc, ça, c'est bien sûr une petite présentation concernant les processus légers. Donc, ce sont des processus qui sont exécutés au sein d'un processus lourd et qui partagent bien sûr les données et les ressources de ce processus, qui est bien sûr un processus système. Par exemple, dans le cas de programmation Java, c'est la machine virtuelle Java. C'est bon. Donc maintenant, on va voir comment on va créer les processus, comment on va créer les processus légers, comment on va créer des threads en Java. Donc, il existe 2 méthodes pour créer un thread en Java. Donc, la première méthode consiste à étendre la classe thread. Donc, c'est une classe qui est prédéfinie en Java dans le package java.loc. Et bien sûr, il est dédié pour créer bien sûr des threads en Java et à redéfinir sa méthode run. Donc, la méthode run dans laquelle on va mettre bien sûr le comportement dans notre thread. On va bien sûr le créer en étendre bien sûr la classe thread.
La deuxième méthode consiste à implémenter l'interface runable par l'intermédiaire de sa méthode run, de créer un thread à base de la nouvelle classe. Donc, soit on crée bien sûr une classe qui hérite de la classe thread, et après, donc, on va redéfinir la méthode run. Ça, c'est la première méthode pour créer des threads en Java. La deuxième méthode consiste à implémenter l'interface runable. Et après, bien sûr, on va définir la méthode run de cette interface. Mais il faut créer un thread à la base de la nouvelle classe. C'est-à-dire, on va créer un thread à l'intérieur de la classe qui implémente, bien sûr, l'interface runable. Donc, on verra par la suite, bien sûr, comment on va faire la création avec les deux méthodes. Donc, la classe java.lang.thread et l'interface java.lang.runable sont les bases pour le développement des threads en Java. Donc, pour développer les threads en Java, soit on utilise la classe thread, soit on utilise bien sûr l'interface runable. Donc, par exemple, pour exécuter des applets dans un thread, donc il faut que celle-ci implémente l'interface runable. Par exemple, si on veut bien sûr faire par exemple, des applications client-serveur, donc on peut bien sûr partager bien sûr les ressources d'un serveur avec plusieurs processus, avec plusieurs bien sûr clients. Dans ce cas, donc on peut bien sûr faire appel à l'interface runable pour créer des threads. Donc les threads, c'est bien sûr les terminaux qui utilisent bien sûr la ressource partagée dans le serveur. Ok, donc maintenant on va voir la première méthode. Donc création des processus légers Java par extension de la classe. Comment on va faire? Donc la classe Studio offre la possibilité de créer un processus qui se termine immédiatement après sa création. Donc qui se termine immédiatement après sa création, tout simplement parce que la méthode run, exécutée par le processus dès qu'il est créé, est définie vide dans la classe thread. Donc il est défini vide. Donc pour pouvoir bien sûr implémenter le comportement de thread, donc il faut redéfinir la méthode. Si on ne redéfinit pas la méthode run, donc il va bien sûr se créer et se termine immédiatement après sa création parce que son comportement n'est pas défini. Donc la méthode run n'est pas définie dans la classe thread. Donc pour personnaliser le comportement des processus à créer, donc il suffit donc d'étendre la classe avec redéfinition. Donc il faut redéfinir la méthode, c'est-à-dire on va donner le comportement, on va implémenter le comportement du thread dont bien sûr qu'on vient de créer. Donc ensuite, la création d'un processus revient à instancier un objet thread et à le faire démarrer comme processus à l'aide de la méthode start. Donc on va bien sûr étendre la classe thread, c'est-à-dire on va définir une classe qui hérite de la classe thread, et après donc on va définir la méthode run. Et pour pouvoir lancer le processus, donc on va créer un objet thread. Donc un objet thread, on va le lancer bien sûr avec la méthode start. Donc cette méthode start, il nous permet bien sûr de créer le processus et en même temps, bien sûr, de faire l'appel automatiquement à la méthode run. Faire l'appel automatiquement à la méthode run, c'est-à-dire on va bien sûr pouvoir voir le comportement de notre processus qu'on vient bien sûr de créer. Donc ça, c'est la première méthode. Donc on va voir un exemple comment. Donc on va importer bien sûr le java.long.thread. Donc c'est le package dans lequel on a bien sûr la classe thread. Et après, donc pour créer donc, un thread Java avec extension, en étendre bien sûr la classe thread, donc on va créer une classe processus. Donc ça, c'est notre processus qu'on va créer, extend thread. Et après, donc on va redéfinir la méthode run. Donc déjà, nous avons la méthode run, donc il est prédéfini dans thread, il est vide, mais ici, donc on va créer le comportement. Donc ici, on va ajouter le comportement de cette méthode, comportement de processus. Donc concernant la création, donc on va bien sûr le créer dans une classe principale. Donc vous voyez ici, donc on va créer un objet. Vous voyez donc un objet, une instance de type processus. Et après, pour lancer bien sûr notre processus, donc lancement en même temps bien sûr la création, si on appelle bien sûr la méthode start. Donc p.start, il nous permet bien sûr de lancer le processus
et en même temps, bien sûr, de faire l'appel à la méthode RAN. Donc, faire l'appel à la méthode RAN, c'est-à-dire pour pouvoir, bien sûr, faire exécuter, bien sûr, notre processus, pour avoir, bien sûr, le comportement du processus. C'est bon, est-ce que vous avez des questions? OK. Donc, après, donc, la création d'un objet processus n'applique pas la création d'utilité. Donc, le processus doit être créé explicitement par un appel de la méthode start sur l'objet créé. Celle-ci réalise deux tâches principales. La première tâche consiste à faire démarrer le processus en tant que processus. Et la deuxième tâche consiste à appeler la méthode run. Donc, toujours, on utilise la méthode start pour, bien sûr, lancer le processus et faire l'appel à la méthode run pour pouvoir, bien sûr, voir le comportement de processus. Donc, si on appelle seulement la méthode run, sans, bien sûr, la méthode start, ne fait pas démarrer le processus, mais exécute tout simplement le comportement. C'est-à-dire, va exécuter le comportement, mais ne va pas lancer le processus. Concernant la classe read, il dispose de 8 constructeurs, dont l'un est un paramètre type string, donc permettant d'affecter un nom au processus créé. Donc, par exemple, ici, on peut utiliser ce constructeur pour pouvoir, bien sûr, donner des noms pour chaque processus. Vous voyez ici, donc le constructeur avec un paramètre, donc lequel on va passer, bien sûr, une chaîne de caractères pour, bien sûr, pouvoir donner un nom pour chaque processus qu'on va le créer, bien sûr, dans notre programme. Donc, vous voyez ici, donc, par exemple, ici, nous avons un processus qui extend, donc, treat, donc, étendre de, qui hérite, bien sûr, de la classe treat. Donc, après, donc, on va sur un constructeur avec paramètres dans lequel on va, bien sûr, passer le nom de processus. Et je vais faire l'appel tout simplement, donc ici, super name, c'est-à-dire je vais faire l'appel au constructeur de la classe mère. Et bien sûr, il faut mettre, bien sûr, le comportement du processus ici. Donc, il faut pouvoir redéfinir la méthode RAN. Donc, concernant la création, donc, si vous voyez, donc, on va créer donc, un processus, mais on va passer le nom. Donc, ici, nous avons passé le nom de processus. Tout simplement, nous avons utilisé, bien sûr, ce constructeur dans lequel on va passer comme paramètre, bien sûr, le nom de processus. Et après, donc, on peut lancer, bien sûr, notre processus avec la méthode start. Donc, on va le créer et le démarrer, c'est-à-dire on va faire appel en même temps à la méthode run. C'est bon, donc ici, on peut créer même un tableau de processus, c'est-à-dire un ensemble de processus avec bien sûr cette façon. Donc, nous avons un tableau de processus, par exemple des processus, et après, on peut bien sûr créer des processus. Vous voyez ici, donc P plus I, c'est-à-dire à chaque fois, bien sûr, P1, P2, P3 et ainsi de suite. Et on peut bien sûr lancer les processus avec la méthode start, donc P2E.start pour lancer bien sûr les processus. Donc ça, c'est bien sûr la création des processus avec extension de la classe treat. Donc on a une autre façon de faire, la création des treats avec la classe treat. Donc on peut bien sûr le créer, donc on peut faire l'appel à la fonction start constructeur. Vous voyez ici processus string name. Donc, on a bien sûr fait appel au processus, au constructeur de la classe mère pour pouvoir bien sûr créer un processus avec un nom. Et on a aussi fait l'appel à la méthode start. Donc, cette fois-ci, automatiquement, la création, donc l'instanciation d'un objet processus, il nous permet bien sûr de lancer directement bien sûr le processus léger et en même temps bien sûr faire appel à la méthode RAN parce que nous avons bien sûr fait appel à la méthode start au sein du constructeur de notre processus. Bon, donc ça c'est une façon de faire pour pouvoir bien sûr créer processus. C'est bon, donc ça c'est la création par extension de la classe treat, c'est la première méthode pour créer, bien sûr, des processus légers.
processus Java, donc on appelle les threads. Ok, donc concernant les méthodes de gestion des threads, donc on a plusieurs méthodes pour pouvoir bien sûr gérer bien sûr, les threads. Donc, on a la création, donc on va bien sûr utiliser les constructeurs de la classe thread donc pour créer bien sûr des processus légers. Après, on peut le lancer avec la méthode start. Donc, si on lance bien sûr le processus est actif. Et après, on peut bien sûr l'endormir, donc wait, le mettre en attente. Donc, on peut bien sûr le mettre en attente avec sleep et on peut bien sûr l'endormir. On peut le réveiller, donc notify, pour réveiller bien sûr le processus, pour passer à l'état actif. Et après, on peut bien sûr le détruire. On peut bien sûr le stopper, donc la destruction de processus. Donc, ça, c'est bien sûr les étapes donc, et bien sûr les différentes méthodes utilisées pour pouvoir bien sûr gérer donc, les threads Java. Donc, on va le créer dans un premier lieu. Après, bien sûr, on peut le lancer. À chaque fois, on peut le mettre bien sûr en attente, on peut le réveiller, donc on peut le détruire, etc. Donc, il faut faire bien sûr plusieurs opérations, donc avec bien sûr les méthodes de la classe, tout simplement les méthodes de la classe thread. Ok, donc on a plusieurs constructeurs de la classe thread. Donc on a ce premier constructeur, donc il nous permet de créer un processus sur un objet cible. L'objet cible, c'est un objet de type runable qui est passé en paramètres. Deuxième constructeur, avec deux paramètres, créer un processus sur l'objet cible et donne un nom. Donc ici, on va donner un nom à notre processus, on va le créer sur un objet cible qui est passé en paramètres. Troisième constructeur dans lequel on va créer un groupe, on va créer un processus, on va lui donner un nom, on va le créer sur l'objet cible, et après on va l'affecter à un groupe de processus. Donc ici, thread group qui nous permet bien sûr de créer un groupe de processus. Et ici, donc, ce constructeur nous permet de créer sur l'objet cible, donc le type runable, et l'affecte à un groupe. On va l'affecter à un groupe. Le nom est donné automatiquement. Donc ici, le nom va bien sûr automatiquement affecter bien sûr à notre processus. Donc, on peut utiliser bien sûr ce constructeur dans lequel on va créer bien sûr notre processus avec un nom. On va l'affecter à un groupe. Ici, avec un nom, donc ici, bien sûr, on va créer un processus sans son nom. Ça, c'est les différents constructeurs de la classe thread qu'on peut l'utiliser pour pouvoir, bien sûr, créer des processus légers, donc en Java. On a bien sûr plusieurs méthodes de la classe thread. Donc, on a la méthode destroy, met fin au thread. Et get priority renvoie la priorité du thread. Donc, parfois, donc on va bien sûr, on va voir par la suite. On peut bien sûr donner des priorités aux différents threads, donc pour pouvoir bien sûr voir donc l'ordre d'exécution des threads dans notre programme. Cette méthode getThreadGroup renvoie un objet qui encapsule le groupe auquel appartient le thread. IsAlive, donc on voit un booléen qui indique si le thread est actif ou non. IsInterrupted, donc on voit un booléen qui indique si le thread a été interrompu. John, donc attend la fin de l'exécution du thread. John, c'est-à-dire attend au plus le nombre de millisecondes, donc il est passé en paramètre, fourni en paramètre à la fin de l'exécution du thread. Donc ça, ce sont des méthodes donc utilisées pour pouvoir les processus légers en Java. Les autres méthodes donc résument, donc reprend l'exécution du thread, préalablement bien sûr suspendu par suspend. Run, la méthode déclarée par l'interface runable, elle doit contenir le code qui sera exécuté par le thread, c'est-à-dire le comportement de notre thread. La méthode sleep, donc mettre le thread en attente durant le temps exprimé aux millisecondes, fourni en paramètres. Donc cette méthode peut lever une exception de type interrupted exception si le thread est réactivé avant la fin du temps. Start démarre le thread et exécute la méthode run. Stop arrête le thread. Suspend, donc suspendre le thread jusqu'au moment où il sera relancé par la méthode resume. Et yield indique la
à l'interpréteur que le thread peut être suspendu. Donc, on peut utiliser bien sûr ces différentes méthodes pour pouvoir bien sûr gérer les threads, le processus en Java. C'est bon, donc ça c'est concernant bien sûr la classe thread. Donc maintenant, on va essayer de voir l'autre méthode, de comment on va créer un processus léger, donc un processus bien sûr Java avec bien sûr la méthode d'implémentation. Cette fois-ci, donc on va implémenter. Cette fois-ci, donc on va implémenter la classe Luna. S'il vous plaît, si vous avez des questions. C'est bon. Donc, création par implémentation de l'interface LUNAP. Donc, par implémentation de l'interface LUNAP, c'est-à-dire on va créer une classe qui implémente l'interface LUNAP et après, donc, on va bien sûr tout simplement, on va donner, donc bien sûr, redéfinir la méthode. On va redéfinir tout simplement la méthode REN qui est bien sûr déclarée dans l'interface LUNAP pour pouvoir bien sûr implémenter le comportement de notre thread. Donc, pour définir, bien sûr, pour créer le thread, donc on va utiliser, par exemple, ces deux constructeurs. Donc, sur un objet target, c'est-à-dire un objet de type Runap, donc on va créer un thread, ou on va créer un thread avec un nom, on va bien sûr le créer sur le target, c'est-à-dire un objet de type Runap. C'est bon, donc ici, donc, nous avons une méthode qui nous permet bien sûr de savoir donc de faire référence au thread en cours d'exécution. Donc, on peut utiliser cette méthode thread.currentThread qui nous permet bien sûr de savoir quel est le thread qui est en cours d'exécution. Donc, parmi bien sûr les différents threads que nous avons bien sûr de notre programme. C'est bon, donc pour la création d'un processus avec implémentation de l'interface renable, donc on va passer par deux étapes. Donc, première étape consiste à implémenter l'interface renable. Donc on va bien sûr créer une classe qui implémente l'interface renable et après bien sûr on va redéfinir la méthode run. On va définir la méthode run de l'interface renable. La deuxième étape consiste à créer un thread à base d'un objet de la classe précédente. À base d'un objet de la classe précédente, c'est-à-dire on va créer, ici comme vous voyez, traitement, c'est un processus. Donc c'est une instance de notre classe précédente, de la classe traitement. New traitement, nous avons créé bien sûr notre instance. Et après, donc on va créer un thread, c'est-à-dire on va utiliser les classes que nous avons vues. Donc thread, P, nous avons créé ici un processus léger qui est égal à un new thread, mais on va le créer à base de cet objet. À base de cet objet, c'est-à-dire tout simplement, nous avons utilisé ce constructeur. Donc ici, nous avons notre target et ici, bien sûr, nous avons le nom. Donc on va bien sûr donner un nom. Donc ici, un nom de notre thread. Et toujours, on utilise la méthode start pour pouvoir bien sûr lancer le thread. Donc p.start, il nous permettra bien sûr de démarrer le thread et en même temps, bien sûr, de faire appel à cette méthode REM pour pouvoir, bien sûr, le démarrer et, bien sûr, l'exécuter, c'est-à-dire pouvoir voir son exécution, son comportement. C'est bon, donc ça, c'est la méthode, la deuxième méthode de création des processus légers en Java par l'intermédiaire, bien sûr, de l'implémentation de l'interface Runap. Donc, on va et donc ici, une autre méthode, donc on peut bien sûr, tout simplement une autre méthode, on peut créer, donc on peut déclarer, donc, on peut déclarer bien sûr un objet de type thread, et après, on va tout simplement faire appel à la méthode, comme vous voyez ici, faire appel à la méthode start dans notre constructeur. Vous voyez ici, processus string name. Donc après, donc on va créer notre thread. Donc p égale à new thread 10. C'est-à-dire on va le créer sur l'objet courant. On va lui donner un nom et on va faire l'appel de la méthode bien sûr start au sein du constructeur. Donc cette fois-ci, dès que je crée ici notre processus,
Donc, processus P égale à new processus, automatiquement, je vais le lancer. Donc, je vais faire appel à la méthode run d'une façon automatique parce que tout simplement, nous avons créé notre processus et faire appel à la méthode start au sein, bien sûr, de constructeur. C'est bon. Donc, ça, c'est les deux façons de comment on va, bien sûr, pouvoir créer les processus Java. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Donc, maintenant, on va parler de la planification d'exécution des processus. Donc, on peut bien sûr planifier des tâches à exécuter, bien sûr, par des processus. Comme par exemple, nous avons planifié, bien sûr, cette séance, par exemple, sur le Google Agenda pour pouvoir, bien sûr, aujourd'hui, faire le cours avec vous. C'est bon. Donc, on peut planifier, bien sûr, des tâches qui sont, bien sûr, exécutées par les processus. Donc, planifier l'exécution de processus. Donc, pour la planification des tâches, tout simplement, on va utiliser la classe Timer Task. Donc, une tâche planifiée est de type Timer Task. Elle possède les méthodes, donc on a cancel, annule la tâche, pour annuler la tâche, run, action exécutée par la tâche, donc ça c'est le comportement bien sûr de processus, pour exécuter bien sûr la tâche, et on a la méthode schedule execution time, retourne la prochaine date en millisecondes à laquelle bien sûr on va exécuter bien sûr notre tâche. Donc bien sûr c'est une planification de tâches. Donc en parallèle avec le timer task, on va utiliser la classe timer qui nous permet bien sûr de faire la planification des tâches. Donc la planification des tâches, donc on va utiliser la classe timer. Donc timer, il est dans le java.util.timer, est un objet qui peut temporiser l'exécution de timer task. Temporiser l'exécution bien sûr des tâches. La classe timer propose les méthodes donc schedule, dans lequel on va passer une tâche comme paramètre et un délai. Donc, planifier l'exécution de la tâche après un délai. Donc, ça, c'est le délai. Donc, on va spécifier ici le délai. Ou on va l'utiliser avec trois paramètres dans lesquels on va passer la tâche, le délai et la période. Donc, planifier l'exécution de la tâche après un délai et cycliquement selon une période. Donc, par exemple, comme nous avons bien sûr planifié les réunions d'aujourd'hui, qui sont bien sûr planifiées périodiquement, donc chaque lundi, bien sûr avec une période, donc un délai par exemple de 8 heures jusqu'à 13 heures. Ou on peut l'utiliser, donc utiliser la méthode avec, bien sûr, on passe avec deux paramètres, on passe bien sûr notre tâche comme paramètre et date moment, c'est-à-dire planifier l'exécution de la tâche à une date donnée, c'est-à-dire on va préciser exactement la date et bien sûr après la période, etc., le délai, donc on va donc il reste bien sûr arbitraire, donc ça dépend bien sûr de ce qu'on veut par la suite, bien sûr, concernant notre tâche. Donc ça c'est, donc on va pour bien sûr planifier des tâches pour l'exécution bien sûr des processus, donc on va utiliser ces deux classes, la classe timer task pour bien sûr la création de la tâche et la classe timer pour faire bien sûr la planification des tâches. C'est bon. Donc ici, nous avons un exemple de tâche qui affiche l'heure. Donc vous voyez, on va utiliser bien sûr des classes qui sont bien sûr définies dans bien sûr des packages Java dans lesquels on va essayer bien sûr de planifier une tâche qui affiche bien sûr l'heure. Donc, on va utiliser java.time.localTime pour afficher bien sûr le temps local, donc l'heure locale bien sûr local bien sûr de notre système. Et on peut utiliser bien sûr donc la classe timer task pour bien sûr planifier les tâches. Date timer formatter, c'est-à-dire pour le format bien sûr de la date. Donc ici, on va bien sûr créer
Donc, planifier une tâche, donc classe ma tâche planifie, extend timer task, c'est-à-dire il faut étendre bien sûr cette classe et on va redéfinir bien sûr la méthode RAN. La méthode RAN, c'est-à-dire c'est le comportement, c'est-à-dire le comportement de processus. C'est-à-dire va faire quelle tâche, on va faire bien sûr quelle exécution de quelles sont les activités, quelle activité qu'on va bien sûr réaliser dans cette tâche. OK, donc tout simplement ici, donc on va ici bien sûr d'afficher l'heure. Donc on va faire l'appel bien sûr, on va utiliser la classe local time. Donc on va afficher le temps courant, donc actuel. On va utiliser bien sûr le format de la date, donc du temps. Donc ici, donc on va de l'heure. Donc on va utiliser bien sûr heure, minute, seconde, etc. Et on va afficher l'exécution de ma tâche. Et après, bien sûr, pour la planification de tâches, donc on va utiliser, vous voyez ici, donc on va utiliser donc un objet de type timer. Donc on va instancier bien sûr une instance de timer. Et après, donc pour planifier, donc on va utiliser la méthode Squidle dans laquelle on va bien sûr planifier notre tâche. On va passer bien sûr notre tâche comme paramètre. Et après, bien sûr, planifier. Donc, lancer la tâche dans une seconde, donc ici 1000 millisecondes, et la répéter toutes les 5 secondes. Donc, on va la répéter toutes les 5 secondes, c'est-à-dire, on a ici, utilise bien sûr dans le deuxième paramètre pour répéter bien sûr la tâche toutes les 5 secondes. Et après, donc, on peut faire appel à la méthode sleep pour pouvoir bien sûr attendre. On va mettre en attendre notre thread 12 secondes. Vous voyez ici, donc on a utilisé avec 12 000 millisecondes, c'est-à-dire on va attendre 12 secondes. Et après, donc on peut bien sûr annuler la planification, donc avec bien sûr la méthode cancel, timer.cancel pour annuler la planification. Sinon, on va bien sûr à chaque fois répéter bien sûr notre tâche, donc toutes les 5 secondes. C'est bon. Donc, ça, c'est un exemple tout simplement de planification de tâches. Donc, on peut bien sûr l'utiliser si on a besoin, bien sûr, dans des programmes dans lesquels on va bien sûr faire des tri dans Java. C'est bon. Maintenant, on va parler des moniteurs et de gestion des priorités. Donc, c'est quoi un moniteur? Tout simplement, vous connaissez donc pour les tri, donc on a des ressources qui sont partagées, qui sont critiques. Donc, on a des sections critiques, des ressources partagées. Ce sont des ressources qui ne doivent être accédées que par un seul thread à la fois. Donc, on ne peut pas, bien sûr, l'utiliser par plusieurs threads en même temps. Donc, en Java, il n'est pas possible de contrôler directement l'accès simultané à une variable. Par exemple, c'est une ressource. Il faut l'encapsuler et contrôler l'exécution de l'accesseur correspondant. Donc, tout simplement, pour pouvoir, bien sûr, synchroniser l'accès à ces ressources critiques, donc on va utiliser ce qu'on appelle la notion des moniteurs. Donc un moniteur, c'est un verrou qui ne laisse qu'un seul thread à la fois accéder à la ressource. Donc c'est un verrou, c'est comme une clé. On va le donner à un processus pour pouvoir accéder à la ressource à un moment donné. Et après, si elle finit bien sûr l'utilisation de la ressource, on peut bien sûr donner le verrou, c'est-à-dire donner la clé à un autre processus et ainsi de suite. Avec cette méthode, on peut bien sûr gérer la synchronisation et l'accès à la ressource partagée. On va éviter bien sûr d'avoir plusieurs processus qui peuvent accéder en même temps à cette ressource partagée. Donc en Java, tout objet peut jouer le rôle de moniteur. Donc n'importe quel objet, on peut l'utiliser pour bien sûr pouvoir créer un moniteur, un verrou. Donc on pose tout simplement un moniteur sur un bloc de code à l'aide du mot-clé synchronized. Donc, pour créer bien sûr un moniteur, donc on va utiliser le mot-clé synchronized pour pouvoir bien sûr synchroniser l'accès, l'utilisation d'une ressource critique par les processus système, par les processus Java, les processus légers, les threads. Donc, tout simplement ici, donc on va faire synchronized ici un objet moniteur. Donc ici, le code qui est entre les accolades, ici, c'est une code qui est en section critique. C'est-à-dire, on ne peut pas exécuter ce code avec plusieurs processus en même temps. Donc, c'est une section critique qui est partagée, bien sûr.
On peut l'utiliser par plusieurs processus, mais on ne peut pas l'utiliser simultanément par plusieurs processus. On va l'utiliser d'une façon synchronisée. C'est ça, bien sûr, la notion, bien sûr, de moniteur et de ressources critiques, les ressources partagées par plusieurs processus. C'est bon. Donc ici, je vous présente donc un exemple pour pouvoir, bien sûr, savoir le principe de la synchronisation. Donc, problème d'accès mutuel à une même ressource. Donc, par exemple, ici, vous voyez, donc, supposons, nous avons deux transporteurs voulant stocker une palette dans un entrepôt. Vous voyez ici, donc, on a le transporteur 1 et le transporteur 2. Et vous voyez, dans l'entrepôt, il reste, bien sûr, une place pour pouvoir, bien sûr, stocker des palettes. Une palette. Donc, les places de l'entrepôt sont partagées, sont des ressources critiques, partagées bien sûr avec les transporteurs. Donc, imaginez, les transporteurs sont les processus. Ici, nous avons une ressource qui est partagée, qui est critique. Donc, vous voyez la première place, la deuxième place, la troisième sont occupées et il reste une seule place. Et nous avons deux transporteurs. Donc, un transporteur vérifie la capacité à distance par une application sur smartphone. Donc, il envoie par exemple un message et bien sûr, il va recevoir bien sûr la réponse est-ce qu'il y a une place qui est vide ou non. Et perçoit qu'il reste une place. Donc, vous voyez ici, donc il envoie un message, une requête. Donc, après, bien sûr, le trompeau, il va lui répondre par oui, c'est-à-dire il reste une place. C'est la même chose pour le deuxième transporteur. Donc, il fait la même chose. Il a envoyé, bien sûr, un message pour pouvoir, bien sûr, vérifier la capacité à distance. Donc, il a reçu, bien sûr, un message oui, c'est-à-dire il reste une place. Donc, par la suite, on va pouvoir trouver donc ce qu'on appelle un conflit. Donc, les deux transporteurs arrivent, ils veulent accéder à cette place qui est partagée, c'est une ressource qui est partagée. Donc, on a un conflit, on a un problème d'accès simultané, bien sûr, à cette place. Donc, les deux transporteurs arrivent pour stocker leur palette, un conflit survient. Donc, pour résoudre ce problème, donc, quelle est la solution? La solution est tout simplement, il faut que notre repos soit synchronisé, c'est-à-dire cette place, cette ressource, il faut qu'elle est synchronisée. Donc, comment on va résoudre ce problème? Tout simplement, dès qu'un transporteur fait une demande, le premier, les autres sont mis en attente tant que la demande n'est pas traitée. Donc, le premier, il a envoyé une requête, on va lui répondre oui, il reste une place, mais je ne vais pas répondre le deuxième transporteur, donc on va mettre bien sûr sa requête en attente jusqu'à bien sûr la libération bien sûr d'une place ici pour pouvoir bien sûr lui donner la main bien sûr à l'utiliser. Et avec cette façon, donc on va bien sûr faire la synchronisation, c'est-à-dire on va essayer de bien gérer la ressource partagée, parce que cette ressource, elle est partagée par tout le monde peut l'utiliser, mais on ne peut pas l'utiliser en même temps. C'est bon, donc tout simplement en Java, donc on utilise bien sûr le mot-clé synchronized pour pouvoir bien sûr synchroniser bien sûr l'utilisation d'une ressource. Monsieur, monsieur, Oui, monsieur, j'ai une oui, question. Monsieur, oui. ما يقدرش يكونوا deux transporteurs يطلبوها في la même temps, le même temps. En même temps ما يمكنش تكون en même temps ضروري غيكون واحد لابس دو طون بيناتهم. C'est bon. Après, يجوا en même temps ولكن في la réception في l'entrepôt غادي يكون واحد لابس دو طون بيناتهم. C'est bon. Oui, monsieur. Parce que les messages ils arrivent dans une file d'attente donc ضروري كاين واحد priorité. ضروري غادي توصل. Par exemple, si vous voulez par exemple deux étudiants, ils veulent par exemple poser la question, ضروري واحد la question غتجي قبل من الاخرى. C'est bon. Oui, monsieur. Comme récepteur, moi comme récepteur, je vais reçu bien sûr une réponse avant l'autre réponse. C'est bon. Si j'ai reçu les deux en même temps, donc je vais mettre question, une requête, on va le mettre en attente, que ce soit la première. Donc, si on a cette possibilité en même temps, je vais mettre une requête en attente tout simplement. C'est bon. Oui, monsieur. Ok.
Donc, tout simplement, il faut éviter, bien sûr, l'accès simultané au même temps à la ressource, parce que c'est une ressource qu'on ne peut pas l'utiliser par plusieurs processus en même temps. C'est comme, par exemple, on a une variable, et imaginez qu'on a deux processus qui existent la variable. On veut, par exemple, écrire une valeur, et un autre processus, il veut écrire une autre valeur dans la même variable. Donc, ce n'est pas possible. C'est bon. Donc, tous les deux, ils ont bien sûr la possibilité d'utiliser la variable, c'est une ressource qui est partagée, mais on ne peut pas bien sûr l'utiliser simultanément. Donc, si quelqu'un termine bien sûr l'utilisation de cette ressource, donc après, bien sûr, l'autre peut prendre la main et utiliser cette ressource. Donc, pour pouvoir, donc en Java, tout simplement, on utilise le mot-clé synchronized pour pouvoir bien sûr synchroniser l'utilisation d'une ressource partagée. C'est bon? Donc, ça, c'est tout simplement un exemple pour pouvoir, bien sûr, vous expliquer donc, le principe de synchronisation. C'est bon, donc ici, nous avons un exemple. Donc, vous connaissez l'exemple de moniteur, donc d'impression. Donc, l'impression, donc par exemple, l'imprimante. Donc, il reçoit, bien sûr, du texte à imprimer. Donc, on ne peut pas, bien sûr, imprimer. Donc, on ne peut pas lancer deux processus, c'est-à-dire par exemple, deux terminaux, deux ordinateurs. Il peut, par exemple, utiliser l'imprimante en même temps. On ne peut pas imprimer en même temps. Donc, toujours, on met, bien sûr, des requêtes en attente. On va imprimer, bien sûr, la première requête, c'est-à-dire donc on va donner. Donc, l'imprimante, c'est une ressource partagée par plusieurs, bien sûr, processus. Donc, ils ont la possibilité d'utiliser bien sûr l'imprimante, mais on ne peut pas l'utiliser en même temps. Donc, les partager. Donc, pour cela, la méthode, comme vous voyez ici, la méthode imprime, on va le synchroniser. Donc, pour pouvoir imprimer bien sûr des caractères, on va le synchroniser, c'est-à-dire on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas imprimer en même temps avec bien sûr plusieurs processus. Donc, pour le synchroniser, tout simplement, on va utiliser, comme vous voyez ici, on va utiliser donc le tiret de courant, il va imprimer par exemple une chaîne, etc., imprimer des caractères, mais après on va le mettre en attente, sleep sans, c'est-à-dire on va le mettre en attente. La prochaine fois, un autre processus, il va imprimer bien sûr les caractères et ainsi de suite. Donc pour cela, on va faire bien sûr la synchronisation entre les processus, les threads, pour pouvoir bien sûr accéder à l'impression. C'est bon, donc vous voyez ici, c'est la méthode RAN, donc, le comportement de processus. Donc il va bien sûr imprimer des caractères. On va faire la méthode imprimer. La méthode imprime il synchronise aussi, qui est bien sûr définie avec la méthode synchronized. Et après, donc, je vais créer bien sûr des processus. J'ai créé le premier processus A et B. Vous voyez, le A, il va imprimer bonjour, le B, il va imprimer par exemple au revoir. Je vais faire bien sûr l'appel, je vais lancer les deux processus A.start, B.start. Donc vous voyez à l'exécution, si on fait bien sûr l'exécution de cet exemple, donc on va avoir bonjour, au revoir. Donc nous avons la synchronisation, vous voyez, bonjour, au revoir. La prochaine fois, le A qui va utiliser l'imprimante, bonjour. La prochaine fois, le B qui va utiliser l'imprimante, au revoir. Et ainsi de suite, tout simplement parce que nous avons essayé donc d'utiliser cette méthode sleep sans pour pouvoir bien sûr à chaque fois faire la synchronisation entre les deux processus, tout simplement. C'est bon, donc la synchronisation est faite bien sûr avec le mot-clé synchronized. Donc ça c'est un exemple. Concernant la synchronisation des méthodes, donc on va voir bien sûr des façons comment on va synchroniser des méthodes. Donc les méthodes bénéficient de la synchronisation afin d'éviter que plusieurs n'y accèdent. C'est une méthode pose sur une classe 1 par exemple, dispose d'une méthode par exemple void section critique, donc méthode qui est bien sûr c'est une section critique qui est bien sûr en exclusion mutuelle.
Donc, celle-ci doit alors être instanciée dans un moniteur. C'est-à-dire, on va utiliser, il faut bien sûr qu'on a le mot-clé synchronized pour pouvoir bien sûr synchroniser bien sûr l'utilisation de cette méthode. OK, donc c'est un processus. Maintenant, c'est un processus. Et alors, en train d'exécuter la méthode, section critique, et c'est sur un objet M, donc M point, si je fais l'appel bien sûr de cette méthode sur un objet, aucun autre processus n'aura le droit d'exécuter la même procédure sur le même objet jusqu'à ce que le premier processus quitte la méthode. Donc, c'est-à-dire cette méthode, on ne peut pas l'utiliser en même temps, processus différents, si on a bien sûr utilisé ici le mot-clé synchronized, c'est-à-dire par plusieurs processus, mais on ne peut pas l'utiliser en même temps avec plusieurs processus. C'est quelqu'un qui exécute la méthode sur un objet, donc les autres, il faut attendre bien sûr que ce processus, bien sûr, quitte la méthode pour pouvoir l'utiliser. Okay, donc ici, nous avons un exemple pour pouvoir bien comprendre le principe d'exclusion mutuelle. Donc, par exemple, nous avons deux méthodes. Donc, bien sûr, l'exclusion mutuelle, pour le généraliser à deux ou plusieurs méthodes de même moniteur, sur un même moniteur. Donc, soit la classe suivante, constituée de deux sections critiques. Nous avons la première section critique et la deuxième section critique. Ce sont des méthodes synchronized. Et nous avons une section qui est non critique. Vous voyez ici une méthode qui n'est pas synchronisée, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en même temps par plusieurs processus. Donc maintenant, on va voir, on désigne deux processus P1 et P2. Si on a par exemple deux processus, si P1 est en train d'exécuter la première section critique sur un objet donné, alors P2 ne peut exécuter ni la deuxième section critique, ni la première section critique. Si on a bien sûr plusieurs sections critiques dans un même moniteur, sur le même objet. Mais elle peut exécuter la section non critique. Donc ici, un exemple des tâches qu'on peut bien sûr faire en parallèle dans ce cas, avec bien sûr le processus 1 et le processus 2. Si le premier processus utilise la première méthode synchronisée, la première section critique, le processus 2 il a le droit bien sûr d'utiliser la méthode qui n'est pas synchronisée. Par contre, si le processus 1 utilise la méthode n'est pas synchronisée, le processus 2 il a le droit d'utiliser soit la première bien sûr méthode synchronisée, donc la première méthode, la première section critique, ou il a le droit bien sûr d'utiliser la deuxième section critique. Donc avec cette façon, donc, on peut bien sûr gérer bien sûr l'exclusion mutuelle et bien sûr l'utilisation des sections critiques par plusieurs processus. Donc, ça c'est un exemple, mais on peut bien sûr le généraliser par plusieurs méthodes. C'est bon. Donc, synchronisation, on peut bien sûr faire la synchronisation soit sur les méthodes, soit sur un objet. Donc, n'importe quel objet, on peut l'utiliser comme un verrou, comme un moniteur pour bien sûr pouvoir synchroniser une partie, une section critique protégée bien sûr par un objet. Donc, une autre manière d'assurer l'accès exclusif à une section critique est la désignation d'un objet commun entre les processus. C'est un moniteur, c'est un verrou qui nous permet bien sûr de synchroniser la section critique. Donc, l'accès à la section critique sera protégé par cet objet utilisé comme verrou à l'aide du mot-clé synchronized et l'instruction suivante, c'est-à-dire je mets synchronized, ici l'objet, on va mettre entre les deux accolades, donc la partie, la section critique qui est protégée par l'objet, qui est protégé bien sûr par ce verrou. Donc maintenant, si on a bien sûr le processus, on ne peut pas bien sûr utiliser bien sûr cette partie parallèlement. Donc, on peut alors accéder en parallèle à cette section qui est bien sûr synchronisée par un objet. C'est bon, donc ici, donc, nous avons un exemple. Donc, vous voyez ici, donc, nous avons donc un processus donc, dans lequel on a utilisé bien sûr la classe street pour créer un processus. Et après, vous voyez ici, tout simplement, nous avons créé deux processus et nous avons ici, vous voyez, nous avons une section qui est critique, mais avec, bien sûr,
synchroniser avec un objet. Vous avez ici, vous voyez ici, synchronized I, c'est un objet qui synchronise bien sûr l'exécution de cette partie, qui est entre bien sûr les deux accolades. Donc cette partie, elle est synchronisée par ce verrou, par cet objet, donc l'objet I, qui est bien sûr un objet de type integer. Donc, on a synchronisé cette partie, bien sûr, de cette section critique, elle est synchronisée par, bien sûr, cet objet. Donc, après, donc on va, bien sûr, créer deux processus, P1 et P2, et on va, bien sûr, les lancer le premier processus, le deuxième processus. Donc, on va, bien sûr, voir que les deux processus, chacun, il attend, bien sûr, l'autre processus pour pouvoir, bien sûr, exécuter cette section critique. Donc, chacun, il attend, bien sûr, que le premier processus finisse, bien sûr, l'exécution pour pouvoir, bien sûr, passer, pour pouvoir, bien sûr, prendre, bien sûr, l'accès à la section qui est critique. C'est bon, donc c'est un exemple, bien sûr, de synchronisation avec des objets. C'est bon. Après, donc, on peut bien sûr utiliser donc, les différentes méthodes qui sont bien sûr dans la classe, donc, différentes méthodes qui sont bien sûr en Java, donc prédéfinies en Java. Donc, on a des méthodes qui sont dans la classe Object, qui nous permettent bien sûr de faire la synchronisation par les objets d'une section critique. Donc, pour synchroniser les activités sur des conditions logiques, on dispose du couple d'opérations permettant d'assurer le blocage, le déblocage des activités en l'occurrence. Par exemple, on a la méthode wait, on a la méthode notify et notify all. Donc, nous avons déjà vu ces trois méthodes, dont je pense dans le deuxième chapitre que nous avons vu. Donc, simplement, la méthode wait libère l'accès exclusif à l'objet et bloque l'activité appelant on attend d'un réveil via une opération notify. Donc, tout simplement, cette méthode nous permet bien sûr de bloquer le processus et utilise bien sûr une section critique. La méthode notify nous permet de réveiller bien sûr le processus. Et notify all, elle réveille tous les processus, toutes les activités bloquées sur l'objet, donc qui est utilisé bien sûr comme moniteur, comme verrou pour synchroniser bien sûr une section critique. Bien sûr, ces méthodes sont bien sûr dans la classe Object pour pouvoir bien sûr faire la synchronisation sur un objet. C'est bon, donc ici un exemple dans lequel on va utiliser bien sûr les différentes méthodes que nous avons vues, donc les trois méthodes, donc wait, notify, notify all, pour pouvoir bien sûr gérer l'accès à des sections critiques. Donc ici, vous voyez par exemple, nous avons créé un tree, donc T, tree.current tree, etc. Donc après, nous avons appelé ici la méthode T.wait, c'est-à-dire le T, on va le mettre bien sûr en attente, c'est-à-dire on va le bloquer. Il n'a pas bien sûr la possibilité d'utiliser, donc d'exécuter cette méthode, donc la méthode 1. Et après, donc on peut utiliser bien sûr donc d'autres méthodes pour pouvoir bien sûr réveiller. On peut réveiller bien sûr le processus avec la méthode notify et on peut bien sûr mettre en attente avec la méthode sleep, etc. Donc ça c'est un exemple pour pouvoir bien sûr utiliser donc, ces méthodes pour bloquer, pour réveiller bien sûr des processus. C'est bon, donc nous avons une autre façon de faire la synchronisation, bien sûr, des sections critiques. On peut faire la synchronisation sur terminaison. Ça signifie quoi? Synchronisation sur terminaison, tout simplement, chaque processus, chaque thread, il attend la fin, bien sûr, d'exécution d'un thread pour pouvoir, bien sûr, accéder à la ressource partagée, tout simplement. Donc ici, j'utilise les méthodes notify, wait, notify all. Donc je peux bloquer un processus et donner la main à un autre processus, etc. Avec ces méthodes, je vais forcer bien sûr le blocage du processus, etc. Par contre, ici, on va tout simplement utiliser la méthode join qui nous permet bien sûr d'attendre. C'est une méthode qui nous permet bien sûr d'attendre la fin d'un processus pour pouvoir accéder à la section critique, pour pouvoir faire la synchronisation bien sûr entre les threads. Donc, John, c'est-à-dire c'est une méthode qui nous permet bien sûr de faire la synchronisation sur terminaison, c'est-à-dire à la fin bien sûr
donc, on attend tout simplement si un processus utilise une section critique, une ressource partagée, on attend la fin de son exécution avant, bien sûr, d'accéder à la ressource par d'autres processus. Donc, ici, nous avons un exemple. Donc, nous avons deux. Donc, on va créer tout simplement ici, on va créer deux objets, donc processus, donc deux perroquets, donc Jaco et Jackie, dans lequel ils vont prendre bien sûr la parole. Donc, chacun prend la parole, l'autre, il va l'écouter. S'il termine de parler, c'est-à-dire on va faire la synchronisation par terminaison. S'il termine bien sûr de parler, l'autre, il va bien sûr passer à l'état d'écoute et bien sûr qui est dans l'état bien sûr de parler, donc il va passer bien sûr à l'état de l'écoute et l'autre, il va parler, ainsi de suite, on va synchroniser bien sûr les deux opérations, parler et écouter entre les deux processus. Donc on va synchroniser ces deux méthodes, je vous écoute, je vous réponds, on va le synchroniser avec bien sûr la méthode join. On va faire l'appel tout simplement. Donc ça, c'est dans la méthode range, je vais mettre le comportement des processus. Donc on va faire l'appel bien sûr, que vous voyez ici, interlocuteur.join, c'est-à-dire on va faire la synchronisation, mais sur terminaison. Donc si le premier processus termine, bien sûr, donc bien sûr l'activité bien sûr d'écoute, l'autre il va bien sûr passer donc à l'écoute et ainsi de suite. Donc on va bien sûr faire la terminaison donc sur la synchronisation sur terminaison. C'est bon, donc on va bien sûr créer nos processus, on va les lancer et à chaque fois donc on a cette synchronisation entre les deux, mais la synchronisation sur terminaison avec la méthode, vous voyez ici, donc on a fait l'appel à la méthode join. C'est bon. Ok, donc ça c'est pour bien sûr la notion de moniteur. Donc tout simplement c'est un verrou qui nous permet bien sûr de faire la synchronisation, qui nous permet bien sûr de ne pas avoir accès à la même ressource partagée par processus pour pouvoir bien sûr simplifier l'accès bien sûr à la ressource partagée. C'est bon, donc après on va parler bien sûr des priorités. Donc tout simplement on peut bien sûr dans des processus qu'il est possible de changer la priorité des threads en Java afin de faire en sorte que certains threads s'exécutent plus vite que d'autres threads. Donc la classe thread possède trois constantes. Donc, nous avons la constante min priority, normal priority et max priority qui sont normal par défaut et maximal d'un thread peut avoir bien sûr en Java. La priorité est définie par un nombre variant entre 1 et 10. Donc 10 c'est la priorité maximale et après bien sûr on va converger vers le 1 c'est la priorité minimale. Donc il est possible d'attribuer une valeur entière quelconque à un thread à condition de rester dans l'intervalle entre bien sûr le min priorité et le max priorité. Donc à l'intérieur nous avons la priorité normale. La classe thread comprend deux fonctions. Donc, on a la fonction getPriority et la fonction setPriority qui nous permettent bien sûr de retourner la priorité bien sûr d'un processus, d'un thread, et qui nous permettent bien sûr de modifier cette priorité qui permet bien sûr de modifier bien sûr la priorité d'un thread. Donc, par exemple ici, vous voyez, donc nous avons créé un thread take égale à new thread et après donc t.setPriority. Donc, on va modifier la priorité du thread avec, bien sûr, on va lui donner la priorité 8, c'est-à-dire max priorité moins 2. Et on peut retourner, bien sûr, la priorité de cet processus. Donc, la priorité, bien sûr, nous vivons, bien sûr, de l'accès aux ressources partagées, bien sûr, par les différents processus. C'est bon, donc on peut créer bien sûr des groupes de threads. Donc, thread group permet d'assembler des threads et des sous-groupes. Donc, il existe un groupe pair
le groupe, le thread group nommé. Donc, le système, c'est le groupe pair. Et après, bien sûr, nous avons plusieurs processus, plusieurs sous-groupes, etc. Donc, des threads, etc. Donc, les commandes principales des thread group. Donc, nous avons set max priority pour fixer la priorité maximale des threads du groupe. Enumerate, donc place dans un tableau la liste des processus actifs, les processus qui sont en cours d'exécution. Get parent pour avoir le groupe pair, bien sûr des différents threads. Active count, nombre de processus actifs dans le groupe. Il va retourner quel est le nombre de processus actifs dans le groupe. Get thread group, dans la classe thread, donc on retourne le groupe auquel appartient le processus. Donc ça c'est bien sûr dans le cas si on veut bien sûr traiter bien sûr dans un programme un groupe de processus. Donc, on peut utiliser bien sûr ces méthodes pour pouvoir bien sûr gérer les groupes de processus. Donc toujours nous avons bien sûr le groupe pair, donc c'est le groupe système, donc qui est un système d'exploitation. Et après, bien sûr, nous avons plusieurs bien sûr, sous-groupes. C'est bon, donc ici, nous avons un exemple dans lequel on va, par exemple, créer des groupes de threads. Donc, vous voyez ici, donc on va créer, bien sûr, des threads. On va, oui, bien sûr, on va créer, bien sûr, un groupe. Et après, bien sûr, on va créer des threads dans sous-groupes. Et après, donc, on peut utiliser, bien sûr, les différentes méthodes pour pouvoir, bien sûr, gérer les threads. Donc, par exemple, ici, thread.enumerate, TA. Donc, on va voir, bien sûr, quels sont les threads qui sont actifs dans notre groupe. Donc, c'est un tableau, bien sûr, du thread. Donc, quels sont les threads qui sont en cours d'exécution. Donc, active count, c'est-à-dire quel est le nombre, bien sûr, des threads qui sont, bien sûr, actifs, et ainsi de suite. Donc, on peut utiliser, bien sûr, les différentes méthodes pour pouvoir, bien sûr, gérer les threads. C'est bon. Donc, ça, c'est des applications donc, réelles qu'on peut utiliser pour, bien sûr, traiter les threads en Java. On peut, bien sûr, la création de serveurs multi-threads capables de traiter plusieurs connexions simultanées. Il faut, bien sûr, faire une application pour exploiter bien sûr au mieux les ordinateurs dotés de plusieurs processus. Donc, bien sûr, la programmation parallèle, la programmation, bien sûr, sur des processus en parallèle. Donc, on peut bien sûr faire une application. On peut exploiter bien sûr les threads Java pour pouvoir faire ces applications. Et on a bien sûr plusieurs applications, plusieurs utilisations des threads. Donc, bien sûr, là, en informatique, par exemple, dans les réseaux informatiques, on peut utiliser beaucoup la notion des threads pour pouvoir, bien sûr, faire des applications réseau. C'est bon, donc, nous avons terminé donc, le chapitre qui est dédié, bien sûr, au thread Java. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions?